Donc, je reprends pour les quelques personnes qui nous ont rejoints. Donc, on a eu des soucis avec le lien envoyé hier pour l'inscription. Donc, tous nos excuses. Donc, c'est pour ça que j'ai renvoyé un lien et qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, le webinaire va quand même durer 1h30. Vous avez sur la diaporama, le diaporama, là, les différents temps qui sont prévus. Et juste les petits points techniques. Donc, là, il est enregistré. Et pour l'instant, il sera mis à disposition, l'enregistrement, vous pourrez y accéder. Et pour l'instant, micro et caméra sont coupés. Le chat est ouvert, par contre, pour poser vos questions. Et il y aura des temps d'échange prévus au cours des présentations pour que vous puissiez poser vos questions et interagir directement. On pourra ouvrir les micros à ce moment-là. Voilà. Je vous propose, Madame Radou, de prendre la parole, si vous voulez, pour introduire ce webinaire. Donc, je rappelle que vous êtes conseillère régionale à la région Pays de la Loire, déléguée à la santé. Merci, Madame Lecos. Donc, oui, je vais commencer. Mesdames, Messieurs les élus des collectivités de Pays de la Loire et de Bretagne, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. C'est très formel, mais sachez que je suis ravie et vraiment honorée d'introduire ce troisième et dernier webinaire du cycle Intégrer la santé environnementale dans les politiques locales, qui devait initialement, et pour rappel, se tenir le 27 juin dernier, mais qui avait dû être reporté du fait des élections législatives et de la période de réserve qui incombait aux administrations de l'État en particulier. De facto, le cycle de webinaires est le fruit d'un travail partenarial et interrégional entre les acteurs de Bretagne et des Pays de la Loire. Ces webinaires ont été aussi élaborés conjointement avec les agences régionales de santé, les régions, les observatoires régionaux de la santé de ces régions et aussi avec l'appui important de l'Union régionale des CPE de Bretagne. Et je tenais d'ailleurs à remercier l'ensemble des équipes ayant participé à l'élaboration et à la tenue de ces trois webinaires. Le niveau de participation sur l'ensemble de ces trois temps atteste de l'intérêt pour ce sujet de la santé et environnement. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100. Et ce cycle a été pensé pour notamment répondre aux besoins de sensibilisation identifiés dans les plans régionaux santé-environnement des Pays de la Loire et de Bretagne. Et côté région des Pays de la Loire, c'est aussi un engagement que nous avons pris dans notre plan santé qui a été voté en juin 2022. Ces webinaires s'inscrivent donc dans le cadre d'un travail, et là aussi partenarial, entre ces mêmes acteurs qui a débouché sur la publication en novembre 2023 du guide méthodologique intégré de la santé environnementale dans les politiques locales. Ce guide est effectivement un véritable outil pratique à destination des collectivités territoriales que je représente également et qui souhaitent s'emparer des enjeux de santé environnementale et qui ne savent pas forcément par où commencer. Ce guide apporte donc des éléments concrets pour vous accompagner, pour nous accompagner dans l'élaboration d'un diagnostic local en santé environnementale, qui est la première étape importante et nécessaire et qui a fait l'objet des premiers webinaires. Et d'ailleurs, juste pour rappel, le replay de ce webinaire est d'ailleurs disponible sur les sites internet des PRSE de chaque région. Donc, juste pour préciser encore un peu plus, que ce guide identifie 6 grands enjeux de santé environnementale au regard des compétences des collectivités. Le webinaire du jour est donc consacré aux enjeux liés à la prise en compte des impacts du changement climatique sur la santé et à la promotion d'un cadre et des modes de vie favorables à la santé, que l'on désigne aussi par terme l'urbanisme favorable à la santé. Ce changement climatique a déjà et aura des impacts directs et indirects sur notre santé et a tendance à amplifier les risques environnementaux. Et par ailleurs, mais à titre d'exemple, je souhaiterais citer donc la baisse de la qualité et de la quantité des ressources en eau qui sont susceptibles d'introduire des problèmes d'approvisionnement et bien sûr, de facto, des conflits d'usage. Parallèlement à ce fait, il a été démontré l'importance d'un environnement et d'un cadre de vie sain pour la santé et le bien-être des populations, et ceci a été mis en exergue par la crise sanitaire. Donc, dans ce contexte, l'aménagement des territoires constitue un levier fort pour améliorer la santé des habitants. Et au regard de leurs compétences, les collectivités ont de nombreux leviers d'action, comme nous aurons l'occasion de le constater au cours de ce webinaire, et ce tant à travers la présentation du guide par les ORS que par les témoignages et les retours d'expérience. Et d'ailleurs, j'aurai notamment l'occasion de réintervenir tout à l'heure en tant que vice-présidente du Pays du Mans pour témoigner sur notre expérimentation et expérience concernant l'intégration de l'urbanisme favorable à la santé de manière générale dans le projet de territoire et plus spécifiquement
dans notre démarche de révision du SCOT, qui intègre un volet air, énergie, climat. Et ensuite, le PNR du Golfe et Port-Médian nous apportera lui aussi un témoignage plus opérationnel sur les projets de végétalisation de cours d'école qu'il mène, ainsi que les actions éducatives mises en place à la destination des élèves dans le cadre de ces projets. Je vous souhaite donc à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup, Madame Radou, pour ce mot d'introduction qui cadre bien le contexte et puis le contenu du webinaire d'aujourd'hui. Je vous propose de poursuivre tout de suite avec la présentation du guide, donc par Camille Fortin et Patricia Bédac, donc des observatoires régionaux de santé Pays de la Loire et Bretagne. Voilà, je vous laisse la parole et la main sur la présentation. Et on va vous mettre dans le chat le lien pour pouvoir aller télécharger le guide si vous voulez l'avoir sous les yeux pendant la présentation et retrouver les différents éléments. Bonjour à tous, Patricia Bédac de l'Observatoire régional de la santé de Bretagne. Donc, je suis accompagnée par Camille Foltin de l'ORS Pays de la Loire qui prendra également la suite de cette présentation. Donc, le guide pour intégrer la santé environnementale dans les politiques territoriales, dont vous voyez la couverture sur ce diaporama, il part du constat que les collectivités ont un rôle clé en matière de santé et d'environnement, car elles peuvent agir sur la santé de leurs habitants et sur leurs expositions au travers de leurs compétences. Les collectivités, elles peuvent donc programmer des actions qui peuvent trouver leur place dans un plan d'action en santé environnementale, un plan qui peut être dédié ou qui peut être un volet des différentes politiques territoriales, un CLS ou autre. Dans tous les cas, la réalisation d'un diagnostic local santé-environnement, un DLSE, constitue une étape incontournable, même si elle peut apparaître fastidieuse, longue, et c'est vrai que c'est parfois le cas. C'est une étape incontournable qui permet d'identifier des leviers d'action et voilà, la collectivité ne peut pas passer à l'action directement. Ce diagnostic, il est incontournable. Et comme vous le voyez sur la petite infographie, ce diagnostic, c'est une analyse croisée de la situation du territoire afin d'objectiver la situation du territoire avant de se lancer dans l'action. Et c'est une analyse croisée de la situation du territoire en faisant ressortir d'une part les spécificités, atouts, également problématiques environnementales du territoire qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la santé des habitants. C'est aussi mettre en lumière les populations les plus impactées, les plus vulnérables. C'est aussi recueillir les besoins et les attentes de la population, des professionnels du territoire. Et c'est aussi faire le lien avec les ressources, les initiatives qui existent déjà sur le territoire et qui sont mobilisables. C'est donc à la fois un outil d'aide à la décision et de connaissance aussi du territoire et de communication. C'est une opportunité de mieux connaître et de mieux faire connaître son territoire et d'en faire ressortir les atouts et les faiblesses. C'est aussi un outil de mobilisation des acteurs sur le territoire par le partage des connaissances, des données disponibles sur le territoire, qu'elles soient quantitatives ou qu'elles soient qualitatives. Et cette analyse croisée, in fine, elle doit permettre d'identifier des leviers d'action. Alors, pour y parvenir, le guide souligne l'importance de s'appuyer sur une démarche participative et intersectorielle avec la participation, la sensibilisation, la mobilisation des acteurs du territoire pour construire ensemble, en associant les élus, les techniciens des services de la collectivité, des professionnels de santé, les institutions, les associations, les habitants, les acteurs économiques. Et comme vous pouvez le voir en dessous du schéma, les collectivités qui sont en prise directe avec la population, avec les habitants, elles peuvent s'emparer de ces questions de santé environnementale dans différents plans ou documents via de nombreuses politiques comme celle de l'habitat, de l'urbanisme, via les SCOT, via les questions d'aménagement du territoire. Il y a aussi des actions possibles en lien avec la biodiversité, l'aménagement
du territoire, l'organisation des services, des commerces, les mobilités, le développement des pistes cyclables en lien avec la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, développement des pistes cyclables alternatives aux véhicules pour réduire à la fois la pollution de l'air extérieur et favoriser l'activité physique des habitants. Ce sont aussi les collectivités qui portent la démarche des PCAET, qui est le plan d'action des territoires sur les sujets climat, air, énergie. Les collectivités peuvent s'emparer des questions du changement climatique, de la végétalisation des villes, des cours d'école, des îlots de chaleur. Et les actions qui vont être programmées vont devoir être coordonnées et non pas pensées secteur par secteur, vraiment coordonnées, sans clivage non plus de la population, en ayant toujours à l'esprit de réduire les inégalités sociales et d'inciter la population à être aussi actrice pour sa santé. Le guide est construit autour de 6 enjeux, comme cela a été indiqué à l'instant, 6 enjeux qui ont été identifiés au regard des compétences des collectivités et de leurs leviers d'action. Le premier enjeu concerne la préservation des milieux naturels. Le deuxième enjeu est plutôt tourné vers la réduction des émissions et des expositions aux polluants et aux nuisances. Et le webinaire de ce jour, il concerne le croisement des enjeux 3 sur la prise en compte des impacts du changement climatique sur la santé et de l'enjeu 4 sur la promotion d'un cadre et de modes de vie favorables à la santé, donc autour des questions d'aménagement, d'urbanisme en lien avec la prise en compte des impacts du changement climatique. L'enjeu 5 concerne plutôt les bâtiments et les logements. Et l'enjeu 6 est transversal et concerne la réduction des inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé pour prendre en compte les populations en situation de vulnérabilité. Camille, je te laisse la parole pour la suite. Camille, t'as pas mis ton micro? Évidemment, l'erreur classique. Donc aujourd'hui, le webinaire, il va se concentrer sur les thématiques qui sont abordées à travers 2 enjeux du guide, donc les 3 et 4 que vient de présenter Patricia, et qui concernent la promotion d'un cadre et des modes de vie favorables à la santé, et qui vont prendre en compte le changement climatique. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la santé par le biais du sujet d'un cadre de vie et qui soit résilient au changement climatique? L'urbanisme favorable, c'est un concept dont on entend de plus en plus parler ces dernières années. Et donc, c'est une démarche qui vise à encourager des choix d'aménagement d'un territoire pour, d'un côté, limiter l'exposition de la population à des facteurs de risque. On pourra citer les nuisances sonores ou la pollution de l'air, ou encore un moindre accès aux équipements ou aux soins. Et puis, d'un autre côté, augmenter l'exposition de la population à des facteurs qu'on appelle de protection. Par exemple, ça va être favoriser les mobilités actives, l'accès à des espaces naturels et ressourçants. Donc l'UFS, l'urbanisme favorable à la santé, il propose une approche intégrée de la santé. Et donc dans le contexte actuel, forcément, il vise également à proposer des aménagements qui permettent une adaptation et une atténuation des effets du changement climatique. C'est quelque chose qui est particulièrement pertinent dans des régions comme les nôtres, donc Pays de la Loire et Bretagne, puisqu'elles connaissent une forte croissance démographique et donc elles vont subir une pression autour de l'urbanisation. Et puis le dernier point qui est important, c'est qu'un des piliers de l'UFS, c'est la prise en compte des inégalités de santé et donc de penser des environnements urbains qui vont être adaptés à toutes les populations et qui vont permettre à chacun d'évoluer dans un environnement physique et socio-économique qui lui soit favorable et puis qui va inciter des choix et des comportements qui vont promouvoir une meilleure santé et un moindre impact sur la biodiversité. Donc, pour chaque enjeu, le guide va proposer une infographie qui présente les impacts sur la santé en lien avec la thématique abordée. Les enjeux 3 et 4, ils reprennent des éléments qui sont assez similaires et faciles à mettre en lien. Donc ici, on vous propose une infographie combinée des deux. Donc on aura d'abord la qualité de l'air qui va être en lien avec l'agencement du réseau routier et de l'offre de mobilité alternative, par exemple, mais également avec la présence d'arbres ou non,
Donc ça va avoir potentiellement un impact sur les troubles et pathologies cardiovasculaires, respiratoires, et puis également sur la formation de diabète. Et puis la qualité de l'air, pour faire le lien avec le changement climatique, en fait, c'est quand même des choses qui sont fortement associées, puisque le changement climatique, il peut entraîner des modifications des conditions climatiques qui vont potentiellement avoir une incidence sur la formation de certains polluants, ou alors qui vont augmenter la fréquence de certains événements climatiques, comme des feux de forêt, qui, eux, à leur tour, vont augmenter la production de certains polluants. On a également la question de l'exposition aux UV et de la température en milieu urbain, avec ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Donc ça va favoriser pour l'exposition aux UV potentiellement l'apparition de cancers, et puis des troubles respiratoires et cardiovasculaires pour la chaleur, et puis aussi un impact sur la santé mentale. Donc ça, c'est des éléments qui sont en lien avec la question d'artificialisation des sols et du manque de végétalisation, donc qui participent au changement climatique et puis qui en accentuent aussi les effets. En favorisant la création et le maintien des liens sociaux, particulièrement à travers la création d'espaces de vie communs, on va avoir un impact positif sur la santé mentale. On a également l'activité physique et les mobilités actives qui peuvent être favorisées par exemple par des infrastructures sécurisées et puis la disponibilité d'espaces verts. Ça va permettre de réduire les risques de développer des troubles cardiovasculaires, de développer du diabète, aussi la notion de surpoids, et puis qui vont également jouer un rôle favorable dans la santé mentale. Ces questions de transport et de végétalisation ainsi que de densité d'habitation, elles sont également en lien avec la thématique du bruit en milieu urbain, donc lui qui peut avoir un impact sur la qualité du sommeil, sur la santé mentale et sur le développement de pathologies cardiovasculaires. Un environnement favorable à la santé, c'est aussi un environnement qui permet d'avoir accès à des services et à des professionnels de santé. Et donc là, on va jouer sur le développement ou l'aggravation de diverses pathologies, et puis également sur les inégalités sociales, puisque les populations précaires, elles sont généralement plus touchées par le cumul de nuisances environnementales, donc elles seront d'autant plus vulnérables aux effets du changement climatique. Le maintien des trames vertes et bleues, et puis aussi la notion de désimperméabilisation des sols, qui vont permettre le maintien des écosystèmes et l'équilibre de la biodiversité, elles auront un impact sur la qualité et la quantité de la ressource en eau, comme en parlait Madame Rado au début du webinaire. Et puis, ils pourront aussi offrir des lieux de ressourcement, à la fois en termes de température et de santé mentale. Et puis, pour faire le lien avec le changement climatique, la hausse des températures va permettre aux espèces exotiques envahissantes, végétales comme animales, de s'installer durablement sur nos territoires, ce qui pourra augmenter les risques de propagation de maladies infectieuses, d'asthme et d'allergies. La santé mentale, elle peut également être affectée spécifiquement par le changement climatique à travers ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Et puis, dernier point, un territoire pourra également être confronté à l'augmentation de la mortalité due aux phénomènes climatiques extrêmes tels que les canicules, les inondations et les feux. Et je Comme vient repasse. de... Oui, Merci. comme vient de le dire Camille, le guide il a pour objectif d'informer sur les facteurs environnementaux et les impacts sur la santé. Il réunit différents indicateurs avec des recommandations pour la collecte et l'analyse des indicateurs. Donc sur cette diapositive, vous voyez l'ensemble des indicateurs qui peuvent être recueillis sur les enjeux 3 et 4 autour des questions d'aménagement, cadre de vie et du changement climatique. On a donc dans ce guide des fiches indicateurs indiquant les modalités de collecte en ligne ou aussi des indicateurs à recueillir, à aller chercher au sein de la collectivité ou à construire avec différentes entrées, que ce soit sur la qualité de l'air, sur les mobilités, l'aménagement du territoire, les îlots de chaleur urbains, les mobilités actives, les trames vertes et bleues, etc.
Un certain nombre d'indicateurs permettent de dresser un portrait sociodémographique du territoire, avec des données sur les populations qui sont plus impactées, les populations vulnérables, ainsi que les populations précaires. Des indicateurs qu'il est possible de collecter pour une vue d'ensemble de l'état de santé et une vue aussi d'ensemble et des caractéristiques de pathologie qui sont en lien avec l'environnement. Ces indicateurs, ils ont été sélectionnés pour leur pertinence, pour leur accès relativement facile hein, sur internet et puisqu'ils peuvent être comparés, s'ils sont sélectionnés au niveau d'un territoire, recueillis au niveau de l'EPCI, ils peuvent être comparés à d'autres territoires, au niveau départemental, au niveau régional ou comparés à des seuils de référence qui vont permettre d'identifier d'identifier si le territoire, pour une thématique donnée, se situe plutôt dans une situation favorable ou défavorable, afin de mettre en évidence ses atouts ou, à l'inverse, ses points faibles. Donc les diapos qui suivent, elles n'ont pas vocation à être exhaustives pour dresser le diagnostic sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, mais elles visent plutôt à illustrer la thématique à partir de quelques indicateurs qui ont été recueillis. Par exemple, pour mieux connaître son territoire sur les questions de mobilité et d'évolution de ces modes de déplacement, il est possible de recueillir des données sur la répartition des déplacements d'actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi lors des trajets domicile-travail, selon le mode de transport utilisé et de voir la part des actifs qui utilisent principalement la voiture et comment cette donnée, elle évolue au cours par exemple, des 5 dernières années. Sur la fiche indicateur, il y a la description de cet indicateur, la source et le lien d'accès, la périodicité de mise à jour. Ici, on est sur des données du recensement de population de l'INSEE. L'échelle géographique disponible, qui est disponible à un niveau communal. Et puis, les limites potentielles et généralement aussi des clés pour l'analyse et l'interprétation des données et ainsi que des indications sur l'analyse, notamment en termes de comparaison avec d'autres niveaux géographiques ou des données d'évolution de cet indicateur sur le territoire. Sur les données de concentration de polluants dans l'air, on peut recueillir les données des ASCA qui mettent à disposition des cartographies. Ici, on a l'exemple des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote, donc polluants qui proviennent principalement du trafic routier et des activités industrielles. Ici, on est sur Rennes Métropole. Dans le guide, vous trouverez la description de l'indicateur, la source, le lien d'accès, la périodicité de mise à jour également, l'échelle géographique et puis les limites potentielles. Les ASCA mettent aussi à disposition des cartes stratégiques R. Ce sont des outils cartographiques qui permettent d'évaluer de manière globale l'exposition de la population à la pollution atmosphérique sur un territoire pour 3 polluants majeurs, les PM10, les PM2,5 et le NO2, le dioxyde d'azote. Donc la méthodologie, elle est nationale, elle est standardisée et ces cartes stratégiques, elles permettent de faciliter l'intégration des enjeux de la pollution atmosphérique dans les projets d'urbanisme ou les plans d'aménagement, par exemple. Enfin, à un échelon local et en lien avec l'aménagement et l'urbanisme, il est aussi possible d'ajouter des indicateurs complémentaires
existants ou à construire, existants au sein de la collectivité, comme par exemple le kilométrage et la cartographie des itinéraires cyclables et pédestres, la fréquentation des transports en commun en termes de nombre de voyageurs ou d'évolution du nombre de lignes de transport en commun, la cartographie des îlots de chaleur ou de fraîcheur, et puis des données sur le nombre de jours en vigilance canicule ou les données de Météo France sur les températures moyennes actuelles ou des projections également de température selon différents scénarios de réduction de la pollution atmosphérique. Alors, cette phase de collecte d'indicateurs, c'est une phase importante du diagnostic, mais Patricia vous a présenté au début les points clés du diagnostic, et en fait, ça ne se résume pas uniquement à ça. Ces données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, il faut les croiser entre elles, il faut les croiser avec les données qui sont déjà existantes sur le territoire. Et puis, un diagnostic, puisque c'est une démarche participative, il va falloir aller les confronter aux perceptions des différents acteurs locaux afin d'identifier des priorités. Donc, c'est ce qui est illustré sur cette petite infographie. En fait, la collecte et le croisement des données, il faut que ça aboutisse à quelque chose. Et donc, identifier les points forts et les points faibles du territoire, ça va permettre de dégager des axes de travail, des pistes de solutions. Et c'est ainsi, en fait, une première étape vers la mise en place d'actions. Bien sûr, chacun de ces points d'étape, il peut à nouveau être discuté avec tous les acteurs concernés, notamment pour hiérarchiser les thématiques et puis les adapter aux moyens qui sont disponibles sur le territoire. Donc, un diagnostic, il est réalisé dans l'objectif d'élaborer un plan d'action et pour aller vers la mise en place d'actions, c'est ce qui lui donne du sens. Donc, pour cette raison, dans le guide, vous pouvez trouver des éléments qui permettent de passer à l'action, qui sont organisés en grandes thématiques et qui sont mis en lien avec les différents plans politiques qui relèvent des compétences des collectivités et dans lesquels ces actions peuvent s'inscrire. Donc ici, on a choisi de vous présenter deux de ces grandes thématiques, avec la première qui est la sensibilisation. Donc la sensibilisation de la population, par exemple, aux gestes à adopter pour préserver son environnement. Ça peut être le cas notamment pour la lutte contre les espèces envahissantes comme l'ambroisie ou le moustique tigre, pour lequel les actions individuelles sont un levier majeur pour empêcher l'installation ou la propagation de ces espèces. La sensibilisation dans le cadre des mobilités actives ou alternatives, ça peut aussi être la clé pour qu'une action d'aménagement ou de mise en place d'un service soit réussie. Et puis, de manière plus générale, sensibiliser, c'est donner l'opportunité aux habitants de s'intéresser. Et c'est important par la suite de leur laisser cette place pour participer et s'exprimer lors de la mise en place de projets ou d'actions qui vont avoir un impact sur leur environnement et donc un impact sur leur santé. Un autre domaine d'action, c'est l'aménagement du territoire. On en parlait au début, développer des démarches d'urbanisme favorables à la santé, c'est probablement ce qui a le plus d'impact en santé environnementale. Et puis, donc la deuxième bulle qui propose de mettre en place des actions de préservation de la biodiversité, c'est des choses qui sont très liées, puisque avoir de la nature en ville, ça va jouer sur de nombreux aspects. La fraîcheur, la qualité de l'air, les nuisances liées au bruit, l'activité physique, et plus globalement, favoriser une meilleure santé et permettre une plus grande résilience face au changement climatique. Donc, dans le guide, vous trouverez des exemples d'actions qui ont déjà été mises en place par des collectivités, donc avec un titre qui résume l'action. Et à côté de celle-là, vous trouverez une petite ampoule, comme on voit sur cette diapositive, sur laquelle vous pouvez aller cliquer pour avoir plus de détails sur l'action qui a été réalisée, puisque c'est un lien qui vous emmènera vers la page de l'action. Et donc, pour plus d'éléments concrets, vous aurez par la suite le témoignage de deux collectivités. Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, soit via le chat, soit vous pouvez aussi, je pense, cliquer sur le bouton lever la main pour qu'on puisse ouvrir votre micro si vous souhaitez intervenir. Alors, j'ai une main levée. Monsieur Bruni, vous pouvez... voilà, c'est bon. Oui. Merci, Imane. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. C'était hyper riche, c'était très cool comme présentation. Merci, c'était très clair, ça permet vraiment de voir où on peut appuyer. Et moi, ça me fait quand même remarquer, parce que je suis médecin et pas mal engagé dans les associations de transition environnementale, que c'est vraiment un monde qui nous est vraiment inconnu. Nous qui sommes issus de la formation médicale, en tout cas, moi personnellement, et pas mal de mes collègues le retranscrivent. Et là, il y a vraiment beaucoup de données. Et du coup, c'est pour savoir comment vous faites le lien avec les professionnels de santé et ensuite spécifiquement les professionnels médicaux. Parce que la santé n'est pas que médecine, ça, je suis bien d'accord. Là, il y a beaucoup de choses qui relèvent des politiques publiques. Mais est-ce que justement, vous avez des liens avec les professionnels de santé? Et si oui, comment vous le faites justement pour mettre en application ces recommandations et ces leviers d'action? Merci pour cette question. Qui voudrait apporter un élément de réponse? Moi, je veux bien. Anne Vidy pour l'Agence régionale de santé Bretagne. Pour ce qui nous concerne, ça se fait essentiellement via les contrats locaux de santé, puisque nous, on incite dans le cadre de notre plan régional santé-environnement la réalisation d'un diagnostic santé-environnement et la mise en place d'un plan d'action intégrant des actions santé-environnement dans le cadre des contrats locaux de santé. Et donc, c'est à cette échelle territoriale que se passe la concertation avec les acteurs locaux et l'association des différentes parties prenantes. Alors, c'est plus ou moins simple selon les territoires, mais en tout cas, c'est à ce niveau-là principalement que pour nous, ça se passe. Gwenaëlle Hiver, est-ce que tu peux couper ton micro? À l'ARS Pays de la Loire, pardon. Donc j'anime le plan régional santé-environnement également avec les collègues de la région, de la DREAL et du SGAR. Et effectivement, dans notre région également, il y a une dynamique d'intégrer des actions de santé environnementale dans les contrats locaux de santé. Ça peut également être aussi une thématique dont se saisissent les professionnels de santé. Alors peut-être moins strictement en termes d'aménagement du territoire, mais en tout cas, notamment d'exposition des personnes dans le cadre des CPTS ou des exercices coordonnés, donc de professionnels de santé. Et puis, on a aussi un programme qui est plus tourné autour de la périnatalité où justement l'objectif c'est que les professionnels de santé se saisissent de la santé environnementale en priorité en direction des femmes enceintes et des jeunes enfants. Mais voilà, en tout cas, on a un souci important, enfin un souci constant de transmettre et de partager de la connaissance aussi avec les professionnels de santé de la région Pays de la Loire. Je ne veux pas tout détailler, mais en tout cas, si vous souhaitez vous rapprocher de nous, il n'y a pas de problème pour évoquer les possibilités. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Je vois qu'il y a une autre main levée. Je ne suis pas sûre d'avoir la main, moi, pour pouvoir ouvrir les micros. J'ai ouvert le micro, mais il faut l'activer de votre PC. Dia Villefeu. Voilà, bonjour, ça y est, vous m'entendez? Oui, bonjour. Moi, je vous appelle de Brest et puis je voudrais réagir sur la question du médecin tout à l'heure. Moi, je suis pharmacienne, je me suis formée toute seule à la santé environnementale depuis pas mal d'années et puis j'ai un diplôme de prévention en santé avec la fac de médecine. La question soulevée, elle est réelle et le professeur Sibilla le doyen de Strasbourg, doyen de médecine de Strasbourg, a créé un module formation pour tous les étudiants en médecine et puis tant qu'à faire, tous les étudiants en santé. C'était obligatoire depuis la rentrée dernière. Eh ben, je crois que c'est diversement appliqué dans les universités. Faut vérifier auprès de la ville auprès de laquelle vous êtes. Mais ce module, je pense que peut-être par vos biais, mesdames, il pourrait aussi être mieux connu. C'est un lien, je me rappelle, Monsieur Sibilla l'avait confié lors d'un webinar comme ça, en disant plus on sera nombreux à l'avoir dans nos ordinateurs, plus ça peut faire des séquences formation pour des étudiants en santé. Voilà. D'accord, merci. On pourra regarder ça. Donc, Monsieur Brunier a répondu, il est entre Le Mans et Rennes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions avant qu'on passe au retour d'expérience des collectivités?
Après, s'il y a d'autres choses qui vous viennent en cours de route, on aura un autre temps de questions-réponses suite au témoignage. Et puis, il reste le chat. Et puis, bien sûr, après, vous pourrez contacter aussi l'équipe organisatrice si jamais vous avez d'autres questions. Oui, Marie, dans le chat, il y avait une question sur les exemplaires papier du guide. Ah oui, j'ai pas vu ça, ouais. En Pays de la Loire, l'ORS a édité un certain nombre de documents et nous les avons envoyés à toutes les intercommunalités de la région, mais je ne sais pas si quelque chose d'équivalent a été fait en Bretagne. Non, effectivement, pour la Bretagne, c'est uniquement disponible en format numérique et téléchargeable sur le site internet. Donc, à charge après à chacun de se l'imprimer en mode économie. Ok, donc il y a eu juste quelques compléments de Monsieur Brunier dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la présentation de Camille et Patricia? Donc Camille Foltin et Patricia Bédag. C'est bon? Très bien. Bah alors, du coup, je vous propose d'enchaîner avec le point suivant, donc le retour expérience de l'activité. Patricia nous parlait tout à l'heure de l'importance de décloisonner en fait certaines politiques publiques et de travailler en transversalité sur les différentes thématiques. Je pense que le Pays du Mans, ça va être un bon exemple de ce qui peut être fait pour ça. Donc, on va accueillir à nouveau Madame Radou, donc, qui a introduit le webinaire et qui va pouvoir parler cette fois en tant que vice-présidente du Pays du Mans, et Marine Pellier, qui est chargée de mission santé et biodiversité au Pays du Mans, et qui vont nous parler de leur projet de territoire en lien entre santé et environnement. Donc, je vous laisse partager votre écran. Voilà, ça fonctionne, c'est parfait. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre territoire et le contexte de départ de l'action que vous allez nous partager? Bien sûr, donc je vais commencer, si vous me le permettez, cause. Et clairement, vous présenter en fait le travail du Pays du Mans, dans quel contexte et qui nous sommes en fait. Donc, cette démarche d'urbanisme favorable à la santé, travailler dans le cadre du Pays du Mans. Et je vous propose effectivement de vous présenter tout à l'heure dans le Pays du Mans, l'historique, en fait, on vient de la météo santé, et puis comment nous avons travaillé et décidé cette démarche d'urbanisme favorable à la santé dans le cadre de la révision du SCOT AEC. Enfin, d'abord, c'était du SCOT, et puis il est devenu SCOT AEC. Et puis, vous faire le rappel rapide de l'UFS, comment on l'a positionné dans notre SCOT et en qualité de fil conducteur, comment on a travaillé la gouvernance et les phasages que Marine vous présentera tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, comme tout travaux, en fait, comme toute gestion de projet, eh bien d'avoir identifié les limites et les points de vigilance. Donc, d'abord, dans le cadre de notre présentation, le Pays du Mans est un ensemble de 6 communautés de communes qui représentent 92 communes que vous voyez ici, et puis plus précisément encore 315 000 habitants. On va de Maine-Cœur de Sarthe, le Génois-Bilurien, le Sud-Est Manceau, l'Orée de Bercé-Béninois, le Mans Métropole, et puis la Champagne collinoise et du Pays de Sillé, collectivité que je préside. Clairement, sur ce Pays du Mans, le territoire en fait était compétent sur le SCOT, il était compétent sur le plan climat-air-énergie, il est compétent, un autre syndicat, en fait, mais en lien avec le Pays du Mans, le pôle métropolitain est compétent pour la mobilité, puisque on a tous délégué, en fait, la compétence mobilité à ce pôle, en fait, qui travaille pour le Pays du Mans. Et puis, eh bien, dans le cadre de cette révision SCOT, on voulait aller vers un SCOT AEC pour avoir un document, en fait, un seul document et non pas deux, et permettre, en fait, une prescription en fait plus globale sur les teneurs des enjeux qui sont donc proposés avec ce air, énergie et climat. Et puis, donc ça, c'est le contexte physique, c'est la présentation des comités de communes, des communes, bien sûr, et bien sûr, de facto, comme vous tous, on a travaillé, et notamment dans le cadre de la stratégie santé, eh bien, une expérimentation de télémédecine qui avait été commencée à l'instar avant que la crise et la pandémie nous arrivent. Et puis bien sûr,
on a vécu, on a subi, on a traversé, on a fait des axes d'amélioration, bien sûr, et on a travaillé donc notre stratégie santé à la suite et au sortir de cette crise, en fait. Et ensemble, avec les 92 communes, les élus, en fait, de ce pays du Mans, eh bien, nous avons travaillé notre stratégie sur 3 axes. La première étant la télésanté avec la télémédecine, téléexpertise, télésoins et téléassistance, tout ce que vous voyez sous l'écran, qui était important pour nous, puisque effectivement nous avions été déjà retenus comme, comme lauréats en fait, d'un appel à manifestation d'intérêt il y a plusieurs années, où nous avions développé, comme je vous le disais, la télémédecine avant la crise Covid. Donc bien évidemment, en multipliant différents usages, encore plus d'usages, et donc de facto, les élus ont souhaité continuer en fait cet axe en fait en allant plus loin et en définissant en fait avec les opérateurs et les partenaires que nous avons, eh bien la connaissance plus approfondie des besoins de la population et senior, puisque nous sommes sur une population vieillissante, mais vers le télésoin, la téléassistance. Donc ça c'est le premier axe, c'est pas celui qui nous concerne aujourd'hui. Et celui qui nous concerne aujourd'hui, et les élus ont été unanimes en fait, c'est de décliner effectivement notre urbanisme favorable à la santé pour aller vers une meilleure qualité de vie et une équité à tous. Donc ça, c'est le deuxième axe, l'axe qu'on va vous présenter un peu plus tout à l'heure et qui nous concerne aujourd'hui. Le troisième axe étant la santé mentale et la prévention et l'interconnaissance, comment on peut se positionner partenaire de d'autres acteurs, en fait, pouvoir relayer, en fait, pas faire à la place d'eux, mais relayer ce qui se fait en matière de santé mentale, pour pouvoir vraiment être un portail unique et permettre la connaissance toujours et encore à nos élus. Clairement, en fait, cette stratégie santé, mais les questionnements tout à l'heure étaient complètement légitimes et importants. On pourra le rappeler tout à l'heure, mais c'est pour positionner en fait les élus du Pays du Mans dans cette montée en compétences, alors même que la compétence propre de l'aménagement du territoire est une compétence qui est dévolue aux collectivités et qu'il faut justement, dans ce contexte que nous connaissons tous, de difficultés d'accès aux soins et d'équité d'accès aux soins, eh bien, c'est justement travailler sur comment on peut tous ensemble, par la compétence qui nous est dévolue, favoriser en fait ce meilleur cadre de vie, cette meilleure qualité de santé, et par l'appropriation des élus sur leur aménagement de santé qui s'appelle donc l'urbanisme favorable à la santé, un nouveau contexte qui était difficile de s'approprier pour les élus et qui est souvent plus facile quand on utilise le terme meilleure qualité de vie ou cadre de vie. Donc, de facto, pour pouvoir être un peu plus précise, pour revenir sur le contexte du politique, en fait, du SCOT et AEC, comment nous sommes arrivés là. Marine, on peut peut-être passer sur la slide d'après. Ouais. Non, c'est pas celle d'après, alors, non. On va revenir à celle, voilà, celle-ci. Donc, comment nous sommes arrivés là? Eh bien, d'abord, donc, du SCOT, les 2 documents dont rapidement je vous parlais tout à l'heure étaient des documents en fait importants politiques pour pouvoir aménager notre territoire de demain à l'aube de 2040-2050. Et puis le plan climat, air, énergie qui nous concerne tous, vous en aviez parlé tout à l'heure un petit peu aussi. Eh bien, c'est de fusionner en fait les deux et de délibérer dès le 13 mars 2023 sur un SCOT AEC qui nous amenait en fait à un projet d'aménagement stratégique avec, comme tout document d'urbanisme, un document d'orientation et d'objectifs et puis la déclinaison des objectifs. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une méthode de travail en lien avec ce SCOT AEC pour pouvoir justement amener les élus à cette prise de compétence, à cette prise de conscience en fait de tout ce qu'ils doivent décliner dans leur aménagement, dans leurs choix politiques qu'ils doivent faire, mais en lien avec la santé et notre urbanisme favorable à la santé. Et de facto, on y décline les activités économiques, les actions sur le logement, bien sûr la transition écologique et énergétique, et puis tout ce que vous connaissez en lien avec la qualité de l'air, les vulnérabilités, le stockage carbone potentiel, enfin, toutes ces données. Donc voilà en fait comment de ces 2 contextes, le contexte SCOT AEC et le contexte de la stratégie santé du Pays du Mans, comment nous avons voulu en fait conduire l'urbanisme favorable à la santé dans ce fil conducteur de notre revision SCOT.
Et donc, de facto, les objectifs, on vous les a positionnés pour avoir un support et une mémorisation à ceux qui viennent chercher en fait notre témoignage, puisque bien sûr, notre fil conducteur était de faire de la santé notre emblème, notre phare, pour pouvoir justement avoir cette vision prospective à 20 ans sur l'aménagement du territoire, et en poursuivant bien sûr des réflexions locales de développement durable à la santé, c'est connaître et renforcer toutes les connaissances, puisque on travaille tous ensemble. Plusieurs choses sont menées, plusieurs choses sont faites, mais en tant qu'élu, on a la responsabilité effectivement de renforcer les connaissances et puis de permettre d'agir justement sur les vulnérabilités et en faire des forces quand on a le diagnostic et la connaissance. Et donc, de facto, de ces connaissances, c'était de travailler, d'identifier l'ensemble des déterminants de santé en lien avec l'aménagement de notre territoire, du Pays du Mans, pour pouvoir réduire les inégalités géographiques et sociales, et puis clairement permettre aux élus d'avoir des choix orientés sur leur aménagement et surtout sur l'aménagement d'un espace favorable à la santé. Et bien sûr, le tout avec les partenaires, en entreprenant une démarche partenariale et puis bien d'avoir la culture commune d'urbanisme favorable à la santé, comme je vous le disais tout à l'heure. Trois mots importants. Pour ceux qui me connaissent, je suis une convaincue, une passionnée, ça ne pose pas de problème, mais certains élus peuvent avoir peur de ces trois mots-là, urbanisme favorable à la santé, et donc de facto permettre cette acculturation et cette appropriation du sujet, puisque c'est dans ce document en fait SWOT et AEC que l'on décline en fait ce que l'on permettra aux élus quant à l'aménagement du territoire ou ce que l'on ne permettra pas aux élus et pourquoi on ne permettra pas telle ou telle chose dans l'aménagement de ce territoire. Donc dans ce cadre-là et dans cette démarche-là, identifier tous nos déterminants de santé, tous nos déterminants de santé, voilà. D'abord dans l'environnement physique, dans l'environnement socio-économique, et puis bien sûr dans les modes de vie. Donc on vous les a reconduits devant, vous les connaissez tous, mais dans l'environnement physique, eh bien, vous voyez, c'est l'alimentation en eau potable, bien évidemment, la qualité de l'air, l'environnement sonore, les sites et les sols pollués, les rayonnements non ionisants et les grandes éoliennes, bien sûr, les risques naturels et industriels, et puis les espaces naturels. C'est tout ce qui nous conduit, en fait, dans cet environnement, à savoir ce qu'il est bien ou pas bien de faire, de connaître, de s'approprier, pour permettre justement les règles d'urbanisme qu'il nous appartiendra de mesurer et de faire. Dans l'environnement socio-économique, c'est la densité de population, le niveau socio-économique, la qualité de l'habitat, le bien vieillir, bien sûr, puisque, comme tout à chacun, je me le rappelle toujours, quand on est élu et qu'on conduit un dossier d'aménagement de l'espace, il faut savoir pour qui on le conduit et à l'aube de quelle année. Et clairement, à l'aube de 2035, on sait qu'on aura deux fois plus de population de 65 ans, de plus de 65 ans et que de population de moins de 15 ans. Donc, du coup, il faut toujours savoir à qui on va s'adresser et pour qui on construit en fait notre aménagement. Et puis, bien évidemment, en lien avec le plan climat et énergie, enfin maintenant l'AEC, c'est les modes de vie qui sont importants. Vous en parliez tout à l'heure un petit peu dans vos fiches actions et on le reprend là, effectivement, dans nos déterminants de santé, puisque c'est l'accès aux équipements et aux emplois, c'est les transports collectifs, c'est les modes actifs qu'il faut favoriser, l'adaptation au changement climatique, et vous en avez cité un exemple tout à l'heure, on le verra après, et l'exposition aux populations, des populations aux produits phytopharmaceutiques, bien sûr. Donc, clairement, un gros travail en fait d'identification des déterminants pour pouvoir mener en fait et conduire la réflexion sur ce SCOT et comment on le fait. Donc voilà en première étape en fait de notre urbanisme, et puis je vais laisser la parole à Marine Pellier qui va vous décliner plus en profondeur, oui c'est ça, la méthodologie de la gouvernance. Merci. Oui, si vous pouvez nous donner un peu les détails, mais nous expliquer un peu la démarche et comment ça s'est passé d'un point de vue opérationnel, maintenant qu'on a eu le cadrage plus stratégique et politique.
Oui, donc merci. Donc moi, je suis Marine Pellier, je suis en charge du suivi de la démarche d'urbanisme favorable à la santé avec bien sûr toute l'équipe du Pays du Mans en fonction des thématiques qui leur sont associées. Donc rapidement, comment s'est construit cette démarche et en fait, tout simplement, on l'a accolée aux grandes étapes de la révision du SCOT AEC. Dans le cadre d'une révision du SCOT AEC classique, on a 3 grandes phases. Une première phase de diagnostic territorial avec un état initial de l'environnement. Une seconde grande phase qui est aujourd'hui appelée le projet d'aménagement stratégique. C'était l'ancien PADD, projet d'aménagement de développement durable. Qui est finalement le projet politique porté par le territoire. Et la dernière grande phase qui est le document d'orientation et d'objectifs, DOO, qui lui est un peu plus précis et décline le projet d'aménagement stratégique du territoire. Et donc, dans ces 3 grandes phases, on a adossé la démarche d'urbanisme favorable à la santé pour pouvoir permettre d'avoir ce regard sur le bien-être et la qualité de vie à chaque phase de notre construction de SCOT AEC pour le prendre en compte de façon transversale et de façon presque prioritaire dans le sens où on le met en avant dans chacun des réflexions qui ont été menées tout au fil des discussions. Donc vous avez le calendrier à peu près de la démarche, hein. On a initié la démarche grâce à l'appel projet du PRSE 3 fin 2021, qui a été du coup débuté plutôt en 2022 et qui se poursuit encore aujourd'hui. On entame la phase 3 actuellement sur cette démarche de révision du SCOT AEC avec le fil conducteur UFS. Donc pour entrer un peu plus dans le détail, on a pour cette démarche d'urbanisme favorable à la santé un bureau d'études, enfin un groupement de bureaux d'études qui nous accompagne, qui est CODRA, Icône Médiation Santé et Lichen. Et donc on a différentes instances de dialogue pour construire cette démarche de SCOT AEC au regard de l'urbanisme favorable à la santé, qui sont en représentant donc COPIL avec l'ensemble des élus des territoires. Un COTEC qui, lui, s'adresse plutôt aux représentants techniques des EPCI membres et des acteurs experts qui sont présents sur les territoires en termes de santé, d'urbanisme et d'environnement. C'est important ces différentes thématiques parce qu'on voit que à l'origine, on ne se parlait pas forcément entre ces différentes thématiques et du coup, cette démarche UFS permet de proposer une vision assez transversale et différente que dans une révision classique de SCOT AEC. Et on a effectivement des échanges internes avec le bureau d'études. On a également mené une concertation auprès du grand public pour nous permettre de comprendre comment ils peuvent vivre leur territoire, puisque c'est ça aussi qui est intéressant dans cette démarche d'urbanisme favorable à la santé. On parle du bien-être et de la qualité de vie, mais c'est avant tout des habitants du territoire, et donc de connaître leurs ressentis et ce à quoi ils souhaiteraient que leur territoire ressemble dans les 20 prochaines années, ça paraît essentiel pour pouvoir bien mesurer et prendre en compte les différents déterminants de santé qu'on évoquait en préalable par Madame Radou. Donc cette première phase de diagnostic territorial elle nous a permis, au regard des différents déterminants qui vous ont été évoqués, de faire un certain nombre d'analyses quantitatives, on va dire, qui nous a permis ensuite de permettre de comprendre les dynamiques territoriales, spatiales du territoire sur l'ensemble de ces déterminants. Donc là, vous avez des cartes qui regroupent un certain nombre de déterminants ensemble, selon les 3 grandes familles dont on vous a parlé précédemment, et qui nous ont permis du coup de pouvoir connaître le territoire pour avoir cette stratégie d'urbanisme favorable à la santé de façon pertinente. Ça nous a aussi permis de pouvoir mettre en avant des enjeux et des secteurs prioritaires, des leviers d'action prioritaires pour permettre justement de réduire les vulnérabilités en termes d'inégalités sociales et territoriales. Donc ce schéma-là, il est propre au territoire du Pays du Mans. Il se peut que certains leviers soient pas les mêmes ou certains enjeux soient un peu moins majeurs ou faibles par rapport sur d'autres territoires si on faisait le même exercice.
Pour autant, voilà, on voit des déterminants de santé qui sont prioritaires sur le pays du Mans, notamment en termes de qualité de l'air, d'environnement sonore, densité de population, de bien vieillir et d'adaptation au changement climatique. Donc, tout intérêt à prendre en compte ces éléments qui ressortent du diagnostic, on va dire plutôt quantitatif. En parallèle de cet aspect diagnostic au regard des données qu'on a pu récupérer au sein des différents observatoires, on a également mené, donc, comme je le disais, des concertations auprès des élus du territoire et des techniciens des territoires pour permettre de partager ce diagnostic et cette vision quantitative, savoir si du coup c'était en accord finalement avec ce qu'ils ressentaient sur les territoires et d'enrichir du coup la démarche urbanisme favorable à la santé. Ce qui a amené à identifier quelques enjeux. Je ne les ai pas tous listés ici, mais l'idée était de vraiment comprendre comment, en se positionnant par le prisme de la thématique santé, donc au sens très large du mot santé, on a des enjeux à relever sur notre territoire. Donc vous avez donc les enjeux classiques qui relèvent de la législation, mais qui sont encore plus renforcés dans le cadre de cette démarche, à l'instar du ZAN, zéro artificialisation nette. Mais vous avez aussi tout un tas d'autres enjeux qui sont pas forcément autant développés dans des SCOT et encore moins SCOT AEC, enfin plus dans les SCOT AEC encore aujourd'hui, mais sur tout ce qui est par exemple la mise en place de franges entre les zones d'habitat et les espaces agricoles. De plus en plus, on entend parler des nuisances et des pollutions sur la population, qui sont des sujets qu'on n'avait pas forcément dans le premier SCOT en 2014 et qu'on n'aurait peut-être pas autant poussé si on n'était pas engagé dans une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Et on a également, du coup, questionné, donc, comme je le disais, les habitants pour connaître leurs ressentis et savoir quels étaient, selon eux, les éléments prioritaires à travailler dans le cadre du projet stratégique mené par les élus du territoire. Et on a donc trois grandes thématiques qui sont ressorties et qui confirment finalement le diagnostic un petit peu qui s'est établi et les vulnérabilités, les éléments et les enjeux qui ressortaient, notamment autour des nuisances sonores, de la ressource en eau et de la qualité de l'air, et également de l'offre de soins. Donc la deuxième grande phase qui est liée au projet d'aménagement stratégique nous a permis du coup de définir un certain nombre d'enjeux, de les évaluer au regard de l'ensemble des déterminants de la santé et de voir quelles étaient les interactions finalement entre les différents déterminants de santé, les défis et les enjeux à relever sur notre territoire pour nous permettre de définir, aux élus, de définir des orientations stratégiques pour pouvoir faire en sorte de favoriser des choix d'aménagement qui soient favorables à la qualité de vie, au bien-être et au bien vieillir. Donc là, il y a une synthèse un petit peu de l'ensemble des défis de façon très très synthétique qui est présentée et des interactions qui sont faites avec les différentes familles de déterminants. Mais il faut savoir que chacun des déterminants est à chaque fois pris en compte dans les discussions qui ont mené à la construction du projet d'aménagement stratégique par les élus. Et donc, je vous ai mis un extrait du projet d'aménagement stratégique qui a été validé en avril dernier lors du comité syndical du Pays du Mans par les élus, qui, du coup, vous indique les grandes orientations du SCOT AEC du Pays du Mans, qui, du coup, prennent en compte la thématique et l'urbanisme favorable à la santé de façon transversale sur l'ensemble des ambitions et des orientations qui sont inscrites. Et à titre d'exemple, je vous ai mis donc sur la droite des orientations qui n'auraient certainement pas été autant valorisées si on était dans une révision de SCOT AEC classique, notamment des orientations sur les solidarités contre les inégalités sociales et territoriales, sur protéger les populations de la pollution sonore atmosphérique, la valorisation des trames écologiques comme support du cadre de vie, et les questions sur l'aménagement d'espaces publics partagés et végétalisés. Et donc, c'est bien sur l'ensemble des trois axes du projet d'aménagement stratégique que vous avez à l'écran
que la thématique de l'UFS a été travaillée et systématiquement questionnée pour s'interroger sur les impacts des différents choix de ces orientations sur la santé et le bien-être des habitants. Vous n'avez pas votre micro. Merci pour cette présentation très complète et je pense qu'on suit bien le fil des réflexions que vous avez conduites au niveau du pays du Mans et ce sur quoi elles ont débouché. Est-ce que pour terminer, vous pouvez peut-être nous dire, alors assez rapidement, parce qu'on dépasse un peu notre temps, mais voilà, les freins et puis peut-être les points positifs aussi que vous retirez de cette démarche? Donc, du coup, effectivement, les points positifs, on l'a évoqué et Madame Radou l'a aussi évoqué, c'est la transversalité de la démarche qui nous permet vraiment d'avoir une approche globale des différentes politiques publiques et des thématiques abordées, qui permet aux élus de monter en compétences également. On a effectivement cette nouvelle approche qui place la santé au cœur des réflexions et qui du coup est une opportunité, selon les élus du territoire, de pouvoir vraiment avoir cette approche vécue des pratiques, en fait, des usages qui permettent de mieux comprendre les dynamiques territoriales. Euh, et effectivement un rapport plus proche avec les habitants peut-être pour raccrocher à ces questions de planification qui sont certainement très lointaines pour eux. On a peut-être, certains peut-être le prendront pas comme un avantage, mais le fait que cette démarche cote AEC soit menée en interne nous permet de vraiment prendre le temps de pouvoir échanger sur ces sujets, d'avoir des réflexions intéressantes et d'avoir cette maniabilité finalement calendaire pour mener à bien la démarche UFS jusqu'au bout. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une cohérence entre la planification, puisqu'on a intégré déjà l'urbanisme favorable à la santé depuis le diagnostic de la démarche de révision du SCOT AEC, et on va jusqu'à l'opérationnalité en essayant de traduire concrètement ce que l'UFS pourrait être demain sur les territoires de façon opérationnelle. Après, en termes de points de vigilance ou de limites encore aujourd'hui, c'est qu'effectivement, au départ, on a été confronté à des acteurs, je le disais, de la santé, de l'environnement, de l'urbanisme, qui ne parlaient pas forcément le même langage. Et donc, il y a un grand temps nécessaire de sensibilisation, d'acculturation sur ces sujets, qui prend du temps et qui aujourd'hui encore nécessite de toujours rappeler voilà, et de sensibiliser, d'acculturer et de former à cette démarche. Et effectivement, on a du coup la temporalité de la démarche qui, donc là on l'a bien vu, hein, on est déjà à 3 ans d'engagement dans cette démarche, on ne l'a pas encore terminée. Et donc voilà, ça nécessite du temps et de l'investissement pour pouvoir avoir une démarche UFS jusqu'au bout et de façon cohérente. Très bien, bah, merci beaucoup. Donc il y a déjà des questions qui sont dans le chat. En fait, le temps de questions-réponses, il aura lieu après la présentation du parc du golfe du Morbihan, parce que sinon j'ai peur de devoir les couper et qu'on n'ait pas le temps. Par contre, peut-être que vous pouvez déjà répondre dans le chat si vous voulez, Madame Radou et Madame Pellier, ou alors on prendra les questions à la fin. Donc merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre avec un exemple qui vous sera proposé par le Parc naturel du Golfe du Morbihan. Alors, je vous laisse partager votre écran si vous voulez, donc Zara Simard et Fabrice Jolin, qui sont tous les deux chargés de mission au PNR du Golfe du Morbihan. Est-ce que vous pouvez partager Oui. votre écran? C'est plutôt sur ton écran, non, Marie? On n'a pas la présentation. Ah d'accord, c'est moi qui l'ai. D'accord, j'avais compris que vous vouliez la présenter vous-même. Bah, pas de souci, je vais le faire moi-même. Hop,
Est-ce que c'est bon? Vous voyez Oui, la c'est bon. présentation? Ouais, ok. Vous nous Je vais entendez essayer de la bien? mettre en... Oui, c'est bon. Juste, donc on va faire une présentation à deux voix, Zara et moi. Donc moi, je vais plus vous brosser le contexte de la prise en compte de ce volet santé nature au sein du parc naturel régional. Et puis Zara présentera plus concrètement le côté opérationnel mis en place avec 2 écoles l'année dernière et continue avec de nouvelles écoles cette année. Donc Fabrice Jolin, je suis chargé de mission sur les stratégies éducatives du parc. Alors, je tiens à m'excuser, j'ai un rendez-vous derrière et je dois quitter le webinaire à 15h40, dernier quart. Voilà. Donc je Très pense qu'on bien. restera dans le délai, mais voilà, si vous voyez Oui, oui. mon visage quitter l'écran, c'est pas par plaisir, mais c'est par Oui, désolé, c'est nous qui avons pris du retard au non, démarrage. non, C'est non, nous mais qui avons... Ça a tout décalé. donc, on peut Et par contre, le son n'est pas très bon. On vous enfin, moi, de mon côté, je alors, vous entends pas très bien. C'est pas très fort. est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est bon. Bon, alors je vais essayer de me rapprocher de l'ordinateur. Est-ce que vous pouvez mettre la deuxième diapositive, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Donc, même question, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre structure, votre Voilà. territoire, en fait, le contexte de Voilà, l'action? donc en fait, vous avez ici une carte qui représente le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Donc, c'est un syndicat mixte qui a été créé en 2014. Donc, on fête nos 10 ans cette année. On a été le 50e parc créé en France. Donc, on est plutôt un petit parc en termes de géographie. On a 35 communes, on a 4 intercommunalités, dont les plus importantes sont autour de Vannes et autour d'Auray. On a une population d'à peu près 200 000 habitants. Voilà, je vous passe les questions de superficie. Tout à l'heure, on évoquait les pressions et les usages du territoire. Ben voilà, nous, on est effectivement sur un territoire qui est très fréquenté, très attractif, y compris au niveau touristique, où on a à peu près 2 millions de visiteurs qui passent chaque année. Je vous propose d'aller sur la diapo d'après, toujours sur le contexte. Donc, très rapidement aussi, donc, comme tous les parcs naturels régionaux, on fonctionne à partir d'un socle, d'une charte qui a été signée, auquel adhèrent toutes nos collectivités membres. Donc, tout à l'heure, j'ai cité les 35 communes et les 4 intercommunalités. J'ai oublié de citer le département du Morbihan et la région Bretagne. Donc, toutes ces structures sont membres du parc naturel régional et donc adhèrent à sa charte. Comme toutes les chartes de parc, elles fonctionnent sur des grandes orientations qu'on met en œuvre à travers des programmes d'action. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas trop vous les détailler. Vous les avez sur la partie gauche. C'est peut-être pas très lisible, mais globalement, un parc travaille beaucoup sur les questions de climat, de biodiversité, de partage des usages, de toute la mise en valeur des richesses patrimoniales, qu'elles soient naturelles et culturelles. Et puis, on a 5 grandes missions pour pour répondre aux enjeux, aux objectifs de ces grandes orientations. Donc, ces 5 missions-là sont propres à chaque parc naturel régional. Et là, je veux plus insister pour le sujet qui nous intéresse sur 2 volets, l'expérimentation et tout le côté éducatif, l'éducation, la sensibilisation. Alors nous, le volet santé-nature, en fait, on l'a abordé dès 2019 à l'occasion d'un séminaire qui avait eu lieu. On se réunit très régulièrement avec nos collègues des autres parcs sur le thème de l'éducation au territoire et de la prise en compte de la santé. Donc la question, c'était est-ce que dans nos actions, on peut un peu mettre en avant celles qui relèvent vraiment et qui ont un impact sur la santé. Et puis, ça s'est traduit notamment 2 ans plus tard par ce qu'on a appelé, nous, un défi famille. Ce n'est pas sur les diapositives, hein, c'est vraiment dans le contexte. On a travaillé avec un certain nombre de familles volontaires pour leur proposer des gestes à mettre en place en faveur de la biodiversité, mais ces gestes-là avaient forcément un impact sur le climat et avaient aussi forcément un impact sur la santé. Et dans les 25 gestes qu'on a proposés à ces familles, elles devaient en choisir au minimum 8 à mettre en place dans l'année, et certains portaient sur des questions de santé, notamment d'activités à faire dans la nature et puis de comportements à avoir aussi au niveau alimentaire. On a aussi lancé une démarche qui s'appelle Mon Parc, Ma Santé, qui a été entre autres repérée lors du Congrès mondial pour la nature à Marseille, toujours en 2021, où là on a participé à une table ronde sur le sujet. On a recruté une chargée de mission qui a travaillé sur ce sujet. On était sensible à ce que disait le médecin tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait le lien avec les professionnels. Et ben, notre collègue qui avait été recruté pour lancer ce projet-là avait notamment créé un comité de pilotage dans lequel il y avait des élus, des associations
et des professionnels de santé. On a aussi organisé pour le grand public ce qu'on appelle nous un peu des soirées de la transition à partir de films qui ont été faits sur le sujet. Je pense notamment à des films qui ont été réalisés par la réalisatrice Pascal Derme autour de la santé bleue, autour de la santé verte, le lien avec l'eau, le lien avec notre contact avec la nature. Donc l'idée, le projet, ça a été de projeter ces films-là et puis d'organiser des tables rondes derrière. Voilà. Et puis pour faire le lien avec le travail qu'on a mené dans les écoles et toujours dans ce côté contexte, on a signé une convention avec l'Éducation nationale il y a déjà quelques années. On l'a renouvelée au début 2024. Et parmi les actions phares qui sont mises en avant dans cette convention qu'on a passée avec l'Éducation nationale, il y a tout un travail sur l'école dehors, l'école du dehors, et qui intègre évidemment le lien entre les écoliers et la nature. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Zara sur le côté opérationnel. Juste en terminant pour ce qui me concerne, au-delà des questions-réponses, c'est qu'on entre en révision de charte. Donc, une charte de parc s'est créée, s'est mise en action pour 15 ans. La note va redémarrer en 2029, mais on se prépare déjà à la révision. Donc, on ne peut pas préjuger de l'intégration de la santé dans cette révision, mais quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, quand on sent un peu les choses et qu'on voit bien toute la dynamique qui se met en place autour de ça, on ne serait pas surpris avec Zara que le volet santé soit un des axes forts de la prochaine charte du parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Donc, je laisse Zara maintenant présenter le projet concret dans les écoles. Merci. Donc, Zara Simard, chargée de mission éducation au territoire, donc sur au PNR, donc sur le contexte de ce projet là, développé dans le cadre du PRSE. L'objectif, c'est vraiment de proposer un projet innovant à destination des écoles et des communes de notre territoire pour les encourager à développer un petit espace nature, un coin de nature dans les cours de récréation. Le son est un peu instable. Ouais, là, c'est mieux. Dans les cours de récréation et qui soient support en fait d'enseignement extérieur régulier, tout en amenant un peu une réflexion autour de la santé des élèves et de leur lien avec la nature. Donc, ça a vraiment l'idée de s'adresser à toutes nos communes, toutes nos écoles du territoire, d'avoir un objectif concret d'aménagement des cours d'école qui soit moins lourd qu'une renaturation complète, parce que voilà, ça c'était aussi des budgets importants et ce n'était pas forcément envisageable pour tout le monde tout de suite, mais que l'intégration de coins nature dans les cours d'école soit support de réflexion pour discuter, échanger avec les élèves sur leur lien à la nature, leur connexions qu'ils pouvaient avoir, sur le temps passé dehors et sur les impacts, sur les bénéfices sur leur santé. Donc, le projet pilote, c'est la diapo suivante. Le projet pilote, on l'a proposé en fait en lançant ça allait s'adresser à deux classes uniquement sur l'année complète, deux classes du territoire. Pour ces deux classes sélectionnées, il y avait l'objectif de créer un vrai coin nature dans leur cours d'école, d'expérimenter tout au long de l'année le principe de l'école du dehors et surtout d'impliquer les équipes pédagogiques, les services techniques, les élèves et les élus. Donc, on a envoyé un appel à manifestation d'intérêt auprès de toutes nos communes et l'idée, c'était bien d'obtenir un binôme école-commune, de répondre à une candidature des deux parties. Ça, c'est le premier projet, c'est la première partie, donc qui s'est développée de septembre 2023 jusqu'à juin 2024, où vraiment on fait un accompagnement régulier et précis auprès de ces deux classes. En parallèle de ça, on a voulu aussi adresser un projet à l'ensemble de toutes les classes du territoire en cycle 1 et cycle 2 et même cycle 3. Où on a élaboré 2 enquêtes qui ont été diffusées. Je vous en parlerai plus après. Mais donc là, c'était vraiment l'idée de s'adresser à un maximum d'enfants et d'enseignants. Et le dernier volet de ce projet, c'était donc la création et la diffusion sur cette année donc de 2 kits santé-environnement
pour les cycles 1 et les cycles 2. Donc, cycle 1, c'est moyenne section, grande section pour nous. Et cycle 2, c'est PCE1, CE2. Et donc, qui permettent de capitaliser en fait tout le retour d'expérience de ce projet et qui permettent aussi aux autres écoles du territoire intéressées par la démarche de s'appuyer sur ce qui avait été fait précédemment. Donc ça, c'est les 3 grands piliers du projet qui ont été menés l'année dernière. Sur donc le déroulement là pour les deux écoles, la diapo, voilà. Concrètement, donc je vous ai mis un petit peu le détail, mais on a lancé l'appel à manifestation d'intérêt au cours de l'été pour d'abord s'adresser aux communes. Les communes ensuite sont retournées vers leurs écoles, voir si elles étaient partantes ou pas. Et puis, à partir de septembre, on a eu à peu près 7 candidatures sur nos 35 communes. Qui étaient intéressés. Et puis, on a très vite lancé en septembre-octobre les premières réunions participatives où là, il y avait vraiment toute l'équipe éducative de l'école, les élus. Alors, les élus, c'est principalement les élus en charge de la jeunesse, de l'enfance, mais les élus de l'environnement et aussi les élus en charge de la qualité. Alors, souvent, c'est mobilisation citoyenne ou qualité de vie. Ça dépendait, et avec leurs techniciens aussi, avec les agents en charge de ces sujets-là, et forcément les agents du parc. Et puis très rapidement, on a programmé, donc ça a commencé par des séances pédagogiques auprès des classes. Donc il y a deux séances autour de la découverte de la cour d'école et du diagnostic. Et la 3e séance en face à face avec les élèves était réalisée par une éco-infirmière autour de la santé environnementale, donc pour aborder les enjeux de santé physique, de l'hygiène corporelle et de santé mentale avec les enfants. Donc chaque classe en fait a bénéficié de ces 3 interventions d'une demi-journée pour dresser ce premier diagnostic et puis aborder ces premières notions de santé. Suite à ce premier diagnostic, donc la phase 2, là ça a été plutôt un travail service technique, mairie, direction de l'école et le PNR pour élaborer le cahier des charge de faire des choix sur les travaux à mener en vue d'élaborer le coin nature, de planifier un petit peu aussi les travaux dans l'agenda des services techniques. C'était de quantifier, de mettre en place le budget. On avait un petit budget pour ça, mais c'était de s'harmoniser. Et les travaux ont démarré pour la plupart dans les 2 écoles, voilà, après les vacances de février. Jusqu'à cet été, en fait. Et on a diffusé les enquêtes justement au printemps. Donc, ça a permis aussi aux écoles qui participent au projet pilote de faire ces séances santé, de s'interroger, que les enseignants s'interrogent avec leur classe sur ce sujet. Et on a terminé l'année donc voilà sur la création, le bilan du projet avec les 2 écoles qui se sont rencontrées, les 2 écoles pilotes aussi qui ont pu se rencontrer et partager leur expérience. On a pu capitaliser tout ce retour d'expérience et créer ces 2 kits pédagogiques qui vont être disponibles bientôt. Oui. Voilà, donc là, je voulais vous illustrer un petit peu les séances qui ont eu lieu. Donc, vous voyez l'espace, le premier espace donc, où les enfants et l'équipe a décidé d'installer un potager, des fruitiers aussi qui vont être plantés le long des clôtures. Les premières visites, il y avait des petits espaces verts en fait dans la cour, mais voilà, pas du tout aménagés. Les premières séances diagnostiques de la cour avec les enfants, donc concrètement, on leur demandait voilà, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils aimaient faire, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. On leur a demandé aussi de dessiner la nature pour eux dans leur cours de l'école, ce que représentait la nature, donc avec des différences assez fortes entre les petits et les plus grands. Et puis tout un travail, là où vous voyez en séance numéro 3, donc avec notre éco-infirmière, où il travaillait aussi sur les équilibres alimentaires. Et voilà, il y avait toutes ces questions-là qui étaient aussi interrogées en privilégiant, comme vous pouvez le voir, les séances de classe dehors. Ça, c'était la condition principale. Alors,
Voilà, après, on est passé entre les gouttes la plupart du temps. Mais l'idée, c'était vraiment que toutes ces séances-là, on les mette en pratique et que les enfants soient dehors. Et pour l'hiver, où ils avaient moins le temps de sortir, ils pouvaient moins sortir ou moins facilement, les 2 écoles, à chaque fois, ont mis en place un petit coin nature dans la classe. Donc, où les enfants pouvaient librement, en fait, ramener des choses aussi de chez eux, de la nature, qu'ils avaient récupéré. Ils ont travaillé sur le plan aussi de leur cours, ils l'ont imaginé, ils ont fait des petites maquettes. Ils avaient un petit coin aussi bibliothèque, voilà, coin lecture pour découvrir la nature, mais aussi des ouvrages santé. Et c'était très apprécié. Voilà, c'était un petit peu, quand on ne peut pas toujours sortir, comment faire rentrer la nature et la biodiversité dans la classe, voilà, dans les murs. Et donc là c'est la première phase. Et donc sur la diapo suivante, donc sur la phase 2 et 3, sur la phase 2 et 3, voilà. Là, vous voyez les premiers travaux. Donc, en fait, il a été décidé donc, de construire une architecture végétale en sol vivant avec une intervenante qui est présente sur le territoire. Donc, ça n'a pas été fait sans les enfants. C'était 3 jours de chantier où les enfants ont été complètement intégrés depuis de la conception jusqu'à la fin de l'installation. Donc, c'était déjà au moins 2 jours où ils étaient entièrement dehors, où ils ont appris à planter, à tresser l'osier. Et cette cabane, en fait, est dédiée à des temps de lecture, à des temps calmes sur les temps scolaires de cette école. Ensuite, on avait fait tout un travail aussi sur les continuités écologiques, sur la circulation des espèces, sur l'accueil de la biodiversité dans la cour de l'école lors du diagnostic. Donc, les enfants ont choisi d'installer notamment des passes à hérissons, comme vous pouvez voir en bas. Donc, voilà, ça c'est plutôt pour la petite faune. Et donc, on a pu en installer 5 ou 6 tout autour de l'école en lien avec les services techniques. Et puis, l'espace que vous avez vu sur la diapo précédente qui était complètement vide au tout début de l'année, à la fin de l'année, donc il y a eu 3 grands bacs potagers à différentes hauteurs pour s'adapter aussi aux différentes hauteurs des enfants. Un muret en pierre sèche qui a été aussi installé pour attirer des petits reptiles principalement, c'était le souhait. On a fait du lien avec l'agglomération aussi pour pouvoir installer un compost sur le site, un récupérateur des eaux de pluie aussi qui n'existait pas donc sur le plan. Et puis, ce qu'on ne voit pas forcément là, c'est que de l'autre côté, il y a des arbres qui ont été plantés, pommiers, noisetiers, alors toujours en concertation avec les élèves et les services techniques. Et puis tout un espace, en fait, où à côté de la cabane végétale, il va y avoir un espace avec des petits troncs d'arbres et un tableau extérieur pour que les enfants en fait, puissent avoir différents espaces pour la classe dehors. Et ce qui va être fait cet hiver, puisque au final, c'est vrai que ça a eu un effet levier. On a amorcé des premiers travaux. On est parti de pas grand-chose pour quand même aboutir à ces différents espaces-là. Mais cet hiver, donc, ça va continuer, notamment sur l'installation d'une prairie fleurie et la plantation d'autres arbres dans des espaces qui étaient aussi vides dans la cour de l'école. Donc ça, juste pour continuer, en fait, là, c'était avec une seule classe sur l'école. Mais en fait, ça a eu un effet levier aussi au sein des équipes pédagogiques, puisque cette année, on poursuit le projet en faisant du lien avec la politique éducative de notre agglomération, la Golfe Morbihan Vannes Agglomération, et sur l'éducation artistique et culturelle, notamment les interventions en musique. Et donc, on va poursuivre ce projet avec l'installation de jardins sonores. On travaille autour du son et de la musique, mais nature, en extérieur, et installer des petits coins d'espace musique dans la cour. Donc, sur la diapo suivante, voilà le questionnaire donc, dont je vous parlais, donc la deuxième partie du projet, on a écrit un questionnaire, donc moyenne section CP,
un questionnaire CE1, CM2 qui a été diffusé partout. Alors, c'était un peu une expérimentation, hein, il y a une quinzaine de questions. Les questionnaires sont divisés en première partie, c'est être en pleine santé. La deuxième partie, c'est en dehors de l'école, être au contact de la nature et du dehors au quotidien. Et la troisième partie, c'est à l'école, être au contact de la nature et être dehors au quotidien. Et donc, on a été quand même content de la participation parce qu'on ne savait pas trop s'il allait avoir du répondant sur notre territoire. Et c'est vrai qu'il y a quand même 12 classes à chaque fois pour chaque cycle qui ont répondu, qui ont fait ce travail, sachant qu'au final, c'est pas tant les réponses, c'est pas tant les réponses qui étaient. Disons que le questionnaire était un prétexte pour que les enseignants, avec leur classe, aient 1 heure de temps dédié à la discussion avec leurs élèves sur le lien qu'ils entretiennent, eux, les élèves, avec leur santé, avec le dehors, avec leur connexion à la nature. Et c'est vraiment ça, en fait, qui ressort dans le questionnaire. C'est ça qui a fonctionné et qui a plu. Et je sais que là, il y a quelques enseignants qui, cette année, me disent ah bah, on a commencé à l'école du dehors. Donc, c'était plus un prétexte. Après, le résultat de cette enquête, il est disponible. Hein, voilà, les questionnaires, ils ont été analysés. Mais c'est vrai que c'est plutôt. Là, ça a très bien fonctionné, donc on va le rediffuser cette année, puisqu'il est fait. On va le rediffuser à nouveau à toutes les classes et en insistant encore davantage sur le fait qu'il doit être complété en extérieur. Et voilà, c'est un peu aussi ce prétexte pour aller faire un petit temps de classe dehors sur le temps scolaire, mais à l'extérieur. Voilà. Et pour terminer. Oui, parce que si on veut avoir du temps pour les questions, je suis désolée, mais. Alors, et pour terminer, donc la troisième phase du projet, donc c'était capitaliser un petit peu tout ce travail qui a été mené par la constitution d'un kit pédagogique. Donc, ce kit, il est constitué de fiches très opérationnelles, hein, des fiches de séance qu'on a co-construites avec l'éco-infirmière Jessica Lebris. Donc, autour des activités physiques, de la découverte de l'école. On a surtout des fiches de suivi aussi sur l'installation du coin nature, mais l'entretien, sur les temps de classe à l'extérieur, sur des listes de matériel pour aller faire école dehors, et puis du matériel alors très très opérationnel pour aider les enseignants à débuter, voilà, des aspirateurs à insectes, des loupes, des éventails à empreintes, des amplificateurs de son, des ateliers météo, des rubans-mètres, enfin des choses très très pratiques, clés en main, où les enseignants peuvent nous emprunter ce kit et travailler une période complète avec, pour tester un petit peu, se tester un peu à faire des temps de classe en extérieur. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va passer aux questions juste après, mais est-ce que peut-être par rapport aux difficultés que vous avez éventuellement rencontrées ou à ce que vous avez trouvé de vraiment positif, s'il y a des choses en plus que ce que vous avez déjà partagé? Peut-être sur les difficultés, on en a peut-être moins parlé. Je ne sais pas s'il y en a eu. Bah, c'est pas tant une difficulté, mais ce qui est très important, c'est d'avoir un binôme qui fonctionne, municipalité, équipe municipale, équipe technique et équipe éducative, parce que la motivation, elle doit venir des deux côtés. On ne peut pas faire s'il n'y a que l'école qui est motivée ou s'il n'y a que voilà, les élus qui sont motivés, ça ne fonctionne pas. Et puis surtout, il fallait vraiment aussi que dans le planning des services techniques et des services espaces verts, leur temps soit aussi anticipé et qu'il y ait vraiment aussi un temps dédié. Là où ça a fonctionné, c'est parce que souvent, la plupart des agents, une demi-journée par semaine, ils sont dans la cour de l'école, en fait. Et de base pour l'entretien, et ils ont intégré le suivi de leur espace nature dans leur entretien, mais avec la validation, voilà, de toutes les équipes. Donc, voilà, c'est plutôt sur ce côté-là pour que ça fonctionne bien. D'accord. Merci beaucoup. Je vous propose merci beaucoup. Donc Fabrice Jolin a dû nous quitter, mais à tous les intervenants de la table ronde, je pense que c'était deux présentations qui étaient vraiment complémentaires.
Alors, est-ce qu'il y a eu... Donc, il y a déjà des questions donc, qui étaient plutôt pour le premier témoignage dans le chat sur le lien avec le CLS de la démarche du Pays du Mans, si je comprends bien la question, et s'il y avait une démarche d'évaluation qui était prévue. Donc, ça, c'est plutôt pour Madame Radou et Madame Pellier. Et ensuite, il y a une question pour Zara Simard, je pense. Encore sur la première réponse, là, le CLS. Allez-y, je vous en prie. Et Marie me complétera. Clairement, en fait, un CLS ne s'oppose pas à la démarche d'urbanisme favorable à la santé dans le cadre du SCOT AUC. Ils se complètent, c'est deux documents qui sont complètement différents. Le SCOT AUC et le schéma de cohérence interterritoriale qui définit en fait les orientations politiques des élus en lien avec un aménagement spatial, un aménagement spécial d'un territoire donné. Et donc, il définit des règles et des prescriptions sur l'urbanisme, en lien avec le ZAN, la loi zéro artificialisation, qui nous impacte de facto et qui nous force à se poser des bonnes questions sur la consommation d'espace et de facto la densification de logements au mètre carré, en hectare sur les communes rurales, semi-urbaines, urbaines et agglo. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un document en fait qui instruit et qui impose en fait aux collectivités après, quand il va donner son droit à construire ou son droit à construire de logement, eh bien, des règles d'urbanisme au regard du logement, mais qui va aussi instruire et prescrire des règles en lien avec la pollution, l'air, l'eau, les qualités de l'eau et l'agriculture, le maintien de l'agriculture, les mobilités, les zones de frottement d'usage que l'on veut éviter s'il y a une nouvelle construction, et bien éventuellement des nouveaux aspects en fait d'habitat. Donc tout ça en fait c'est quelque chose qui est instruit dans un document qui est le SCOT. Le CLS est un document de contractualisation en fait de contractualisation entre tous les acteurs d'un territoire donné et de complète en fait. Il est là pour coordonner toutes les actions qui sont faites dans un territoire à l'échelle d'une communauté de communes. Hein. C'est un outil à la main des élus pour coordonner les actions en matière de santé et d'urbanisme favorable à la santé pour justement aider en premier lieu à définir les enjeux prioritaires. Alors, ça se retrouve dans l'autre document, mais à la main des élus dans un petit périmètre d'une communauté commune, et aussi pour justement lutter contre les inégalités sociales. Et là, en fait, c'est de l'animation de territoire, c'est de la construction ensemble avec les partenaires locaux pour aider en fait à maintenir ces actions en fait favorables à la santé, mais en lien avec tous les partenaires. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Marine pourra peut-être me compléter en lien avec ces deux entités, mais ils se complètent. Et pour l'évaluation, eh bien, en fait, c'est la route des lignes. Hein, quel que soit le projet, on se doit en fait de toujours évaluer. Donc, il y a la prescription, il y a les actions opérationnelles, et puis en fait, il y a effectivement un an. Alors pour le CLS, un an, on visualise en fait ce qui aura été défini, fait et comment on oriente. Est-ce que si les élus ont décidé ou des partenaires ont décidé une action, est-ce que ça a été positif, pas négatif? Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que ça a été ou est-ce qu'on s'est planté tout simplement? Auquel cas on change d'action, mais on redéfinit une autre action pour un temps donné. Enfin, c'est ce qui est permis dans le CLS. Et dans le SCOT, eh bien, c'est la revision du SCOT, en fait, tous les 5 ans, Marie, hein, c'est ça? 6 ans? 6 ans, qui nous permet, en fait, de réacter ou de réorienter eh bien, le projet d'aménagement du territoire. D'accord, merci. Donc, c'est bien prévu. Voilà. Peut-être juste en complément sur la démarche du FS en tant que telle, dans le cadre de la révision du SCOT AEC, on a aussi une évaluation qui est faite aux différentes phases de cette démarche pour justement aussi bien évaluer le fait qu'on prenne bien en compte la santé finalement dans l'ensemble des thématiques que l'on va parcourir. Madame Radou parlait des logements, de la mobilité, etc. Tout ça, ça a été évalué dans la phase diagnostique au regard de la santé, mais le projet d'aménagement stratégique, lui aussi, fait l'objet d'une évaluation pour voir si nos orientations
prennent bien en compte la santé, le bien-être et la qualité de vie des habitants. Si oui, tant mieux. Sinon, comment on peut aller plus loin dans le projet politique pour répondre à ces attentes si c'est une volonté. Et de la même façon, le document DOO, qui lui aura des prescriptions et des orientations plus fines encore, fera également l'objet d'une évaluation. Et sur l'ensemble de cette démarche également, on a l'évaluation environnementale du document d'urbanisme en tant que tel, qui fait l'objet même d'une évaluation et qui intègre également la notion de santé en fil conducteur au sein de cette évaluation environnementale. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une autre main levée. Alors, je sais qu'il y avait des questions dans le chat déjà pour le deuxième témoignage, mais si la main levée, c'est encore pour le Pays du Mans, je vous propose de poser votre question tout de suite. Et puis après, on passera aux questions pour le parc naturel régional du Golfe du Morbihan, parce on arrive, on a même dépassé notre temps. Donc, comme c'est intéressant et que nos intervenants sont toujours là, je profite de leur présence, mais je ne voudrais pas garder trop longtemps non plus. Donc, si la main... Alors, il n'y a plus de main levée. Est-ce que... C'est pour le deuxième intervenant. Pour le deuxième intervenant aussi, très bien. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus d'autres questions pour le Pays du Mans pour l'instant? Bon, dans ce cas, je vous propose de poser vos questions. Donc, dans ce cas, comme il y avait déjà les questions dans le chat, d'abord, on va commencer par celle-ci. La première question, c'était sur le choix des espèces plantées et des espèces susceptibles d'émettre des pollens allergisants. Est-ce que ça a été des sujets pour l'aménagement des coins dans les cours d'école? Oui, alors déjà, il y a des livrets en fait de guides pour les choix des espèces dans les cours d'école parce que c'est très réglementé, notamment pas que les risques d'allergie, mais aussi les risques de blessures. On ne va pas mettre des rosacées. Enfin, il y a plein de choses qui sont interdites. Donc, on s'est appuyé sur des guides existants, notamment le guide des guides pour les cours oasis. Donc, ce principe-là qui est développé beaucoup en région parisienne, mais un peu partout maintenant. Et puis ensuite, on recoupe avec des essences locales uniquement. Et on a en interne, on fait le lien aussi avec les espèces aux alentours de l'école. Et bien sûr, ensuite, on s'est validé par les services espaces verts qui ont aussi... voilà. Donc, en fait, au fur et à mesure, la liste se réduit petit à petit. Mais c'est vrai que de base, on part de cette liste-là sur les espèces possibles dans les cours d'école. Ouais. D'accord. Merci pour cette question, pour cette réponse. La deuxième question, c'était sur la protection solaire. Est-ce qu'elle était prise en compte en termes de zone d'ombre sur les aménagements? Alors ça, c'était la première des demandes. C'était d'installer des zones d'ombre et des zones de fraîcheur et des îlots de fraîcheur dans la cour. Donc, dans les cours, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs arbres qui vont être plantés. Et puis ensuite, on s'est aperçu que là où on devait installer l'espace classe dehors, il n'y avait pas d'arbres prévus, puisque ce n'était pas possible de planter à cet endroit. Donc, très vite, arrivé dans une des cours d'école, ça sera une pergola qui va être installée. Donc, une pergola avec des plantes grimpantes au-dessus, mais parce qu'en fait, voilà, c'était ces espaces de coins de lecture, de coins calmes. Donc, il y a une pergola qui va être prévue pour que les enfants soient à l'ombre. Et de l'autre côté, ça va être une toile tendue qui part du bâtiment de l'école jusqu'à une clôture extérieure, mais c'est très vite arrivé en fait. Après, l'année dernière a été un très mauvais exemple puisque en Bretagne, là où on était, il a vraiment pas fait du tout beau et chaud. Donc ce sujet n'a pas, voilà. C'était plutôt comment se protéger de la pluie. Non, mais ils étaient vraiment désolés de ne pas pouvoir sortir plus. Mais les fois où il y a eu vraiment du soleil, c'est très vite arrivé. C'est devenu un sujet. Donc voilà, ils ont répondu à cette problématique comme ça. Si, alors du coup, je repasse à la question. Alors, je crois que c'était Monsieur Bruni qui avait demandé à prendre la parole en levant la main. Donc, si votre micro est activé, vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la qualité des deux interventions. C'était vraiment très riche. Et moi, ça me pose toujours cette question, peut-être parce que je manque de maturité sur ces sujets de participation aux politiques publiques favorables à la santé, mais justement de la répartition des charges entre les différents acteurs et actrices, notamment entre les collectivités et les bureaux d'études ou les syndicats mixtes, et notamment sur la question du financement
Je me pose vraiment la question de voilà, qui finance, qui est sollicité pour de l'accompagnement, qui est sollicité pour être effecteur ou effectrice. Je pense notamment comment dire, au retour d'expérience là, sur les écoles. Je suis assez curieux de savoir qui est financé pour faire quoi et quels sont les crédits alloués. Justement pour savoir qui solliciter en fait dans le cadre où on a par exemple des soignants ou des associations qui souhaitent déployer ce genre de projet. Je pense à des associations comme celle qui est en Nouvelle-Aquitaine, mais qui monte là en Bretagne, l'Agir durablement en santé. Voilà. C'est peut-être, enfin, je sais pas, Zara, si vous avez des éléments de réponse, sinon ce sera peut-être une question plutôt pour les ARS finalement, Bah je là, sais pas. oui, Et parce par que contre, pardon, j'ai juste un point technique avant parce que je viens de voir un message comme quoi la réunion allait s'arrêter dans 5 minutes. Donc si Teams coupe tout, on ne pourra pas conclure. Alors je sais pas, Iman, si tu peux regarder ce Normalement, qu'il en est de ton côté. oui, 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 normalement, ça ne coupe pas tout. C'est juste un D'accord, message très bien. d'information. Mais je vais quand même Ok. vérifier. Très bien qu'on n'enchaîne pas les problèmes. Ok. Donc merci. Pardon, allez-y, Zara, pour la réponse à la question. Non, en effet, ça sera plutôt aux ARS, je pense, de répondre. Mais là, juste pour préciser, le projet qu'on a présenté, il était financé à 100% dans le cadre du PRSE. Les actions, le projet a été calibré dans le cadre du PRSE, donc avec un financement tripartite. Merci. ARS Peut-être que comme il y avait déjà un contact de prévu avec Ouais. l'ARS après le premier temps, peut-être que je vous laisse vous renseigner directement auprès d'elle. Oui, merci. On avait une dernière question, du coup, qui est dans le chat. Je suis désolée, je ne pourrais pas en prendre après. Avez-vous demandé aux parents l'état de santé des enfants inclus dans le processus? Meilleur sommeil, calme ou appétit? Est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous avez voulu Alors, aux regarder? parents, non. Par contre, c'est une question. Dans les questionnaires, il y avait vraiment de quoi tomber, enfin de quoi, c'était vraiment personnel sur ce qu'ils ressentaient les enfants pour être en bonne santé, comment ils se considéraient. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le travail qu'on a fait avec les co-infirmières, donc on vraiment travaillé avec les enfants. Et en fait, on s'est rendu compte que ça aurait été bien. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la deuxième phase pour la poursuite cette année, de faire du lien avec les familles très fort. Parce que dans les enfants, en fait, intégraient complètement la démarche, adhéraient complètement et étaient enthousiastes et moteurs. Mais en fait, quand ils rentraient chez eux, par exemple, l'exemple principal, c'était les jetables, les déchets, les consommations de pommes potes au goûter. C'était ça qui revenait, par exemple. Et nous, on travaillait un petit peu sur leurs objets du quotidien et comment transformer un petit peu ces habitudes. Et en fait, les enfants, très vite, disent, oui, mais moi, mes parents, ils achètent ça et au goûter, c'est que des pommes potes et voilà, plutôt qu'une pomme, par exemple. Et donc, en fait, on s'est dit, donc j'ai plein d'exemples comme ça, hein, les anniversaires, enfin voilà. Et on s'est dit, c'est vrai que cette année, on va continuer à travailler avec cette infirmière, hein, qui est d'ailleurs qui est en Bretagne. Et on va essayer de faire un livret pour que les séances des élèves, en fait, soient poursuivies avec une petite note à l'intention des familles pour dire, bah voilà, votre enfant, en fait, participe à ce projet, voilà les notions qui sont abordées, en gros, et moi à la maison, voilà, comment je peux agir, voilà, qu'est-ce que je peux faire et accompagner un peu mon enfant là-dedans. Il y avait des questions sur la santé environnementale, sur le nombre de bains, de douches qui étaient pris, par exemple. Ça donnait lieu à des débats très, très intéressants. Mais en fait, on se rend compte qu'à l'école, voilà, on a ce pouvoir d'action. Alors là où on a aussi un autre levier, c'est que comme la cour est souvent un espace partagé avec le périscolaire et le centre de loisirs, le coin nature va bénéficier aussi à tout ce temps-là pour les enfants, hein, périscolaire, centre de loisirs. Donc là, on va commencer à travailler avec eux. Mais par contre, pour aller dans les familles, voilà, on sent c'est important et il y a cette demande qui est faite et donc on va aller dans ce sens-là. Donc on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais peut-être aussi des journées, hein, dans cette école, ils ont fini par faire des trocs de plantes pour leur coin nature plutôt que d'acheter dans une pépinière certaines plantes. Bah, ils ont décidé aussi de faire des trocs de plantes entre familles. Donc voilà, il y a des leviers possibles comme ça. Merci beaucoup.
Donc, on va devoir s'arrêter là pour les questions. Donc, merci encore à nos intervenants et puis pour la disponibilité jusqu'à cette heure, comme on a un petit peu débordé. Pour terminer, je vous présente juste quelques informations pratiques. Voilà. Juste pour vous dire que les enregistrements des 3 webinaires et les présentations vont être mis en ligne. Donc, les 2 premiers, c'est déjà le cas. Le 3e, ça suit au courant octobre. Je vais vous envoyer par mail un questionnaire de satisfaction. Bon, en général, on a peu de retours, je sais, mais si vous pouvez prendre le temps, c'est vraiment pas long, il y a quelques questions. Ça nous permettra de pouvoir améliorer l'organisation pour de prochains cycles de webinaires éventuellement. On a remis sur cette diapo aussi donc, les contacts qui ont déjà circulé un peu dans le chat. Là, si jamais vous voulez interroger soit les ARS, soit vos régions par rapport à des projets ou d'autres questions que vous pourriez avoir. Donc, vous aurez les coordonnées là. Donc, il me reste à vous remercier tous pour votre participation. Je vous enverrai les liens pour les webinaires. Pour l'enregistrement du webinaire, je vous enverrai aussi un lien à toutes les personnes inscrites pour pouvoir y accéder directement. Donc, voilà, vous aurez de nouvelles par ce biais-là. Et pour conclure, je vous propose, donc je vais passer la main à Iman Benaïch de la région Bretagne. Et il y a un enregistrement vidéo de Delphine Alexandre, qui est vice-présidente à la région Bretagne en charge notamment de la santé et qui va dire un mot de conclusion. Donc, merci à tous pour votre participation. Et puis, Iman, je te laisse la main pour la conclusion. Bonjour à toutes et tous, je suis Delphine Alexandre, vice-présidente en charge de la santé, de l'eau et de la biodiversité à la région Bretagne. Nous souhaitons, avec les partenaires organisateurs du webinaire, vous remercier pour votre large participation et espérons que vous avez apprécié ces temps d'échange. Pour rappel, depuis le mois de mai, ce sont 3 webinaires qui ont été proposés sur les thématiques des diagnostics santé-environnement, de l'habitat et environnement intérieur, puis sur les aménagements favorables à la santé dans le cadre du dérèglement climatique. Au total, ces webinaires ont réuni près de 400 participants représentant des collectivités locales de Bretagne et des Pays de la Loire. Et cette mobilisation témoigne de l'intérêt d'intégrer la santé et l'environnement dans les politiques publiques afin d'agir sur la qualité de vie des populations. Les replays des 2 premières éditions sont disponibles sur les sites des PRSE 4. Le 3e replay sera très prochainement publié. Et je souhaitais terminer en insistant sur le fait que les collectivités locales ont toute leur place dans les travaux des projets régionaux santé-environnement. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher des pilotes, dont les régions et les ARS à ce sujet. À bientôt. Merci de votre engagement absolument déterminant. Merci à vous.